Des images ahurissantes. Donald Trump, la joue ensanglantée, le poing levé avec le drapeau américain se détachant sur un ciel bleu azur. La photo qui restera de cet événement s'inspire des tableaux magnifiant l'héroïsme guerrier. On pense à la liberté guidant le peuple de Delacroix. Au-delà de l'image et de ce 14 juillet chamboulé par le meeting de Butler en Pennsylvanie, on va solliciter l'analyse de Thomas Flichy de Lanneville, responsable de la chaire géopolitique de Rennes School of Business, agrégé d'histoire, docteur en droit, qui avait publié Le retournement Trump aux éditions du CERF. Bonjour Thomas Flichy de Lanneville. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors d'abord, on va essayer de voir comment vous interprétez un petit peu la chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'infos vraiment précises sur l'identité. Enfin, l'identité, on l'a, mais les motivations du tireur. Est-ce que vous estimez que c'est un tournant de la campagne qui s'est joué hier aux États-Unis ? Oui, pour l'instant, on a peu d'informations sur ce qui s'est passé. Apparemment, le public, 2-3 minutes avant l'attentat, a signalé à la police l'existence d'un tireur sur un toit. Le service de protection a mis du temps à réagir. Le tireur a pu tirer quelques cartouches avant d'être abattu lui-même. Mais bien évidemment, les images de Donald Trump atteint par un tir sont effectivement un tournant. Il avait beaucoup de chances de gagner avant ce tir. Aujourd'hui, naturellement, ses partisans sont galvanisés et il apparaît plus que jamais comme un dominant face à un Joe Biden affaibli. Mais alors, on peut constater quand même, Thomas Flichy de Lanneville, que les électeurs trumpistes apparemment appellent plutôt à la modération, hein, et qu'ils ne se lancent pas dans dans la volonté, dans une entreprise de vengeance à l'égard de qui que ce soit, en particulier des démocrates. Oui, car la campagne est marquée par une extrême violence. Cela s'explique peut-être par le fait que finalement le débat politique a été aujourd'hui exclu des grandes structures qui étaient chargées d'orchestrer le débat politique, hein, les universités en particulier. Ce débat étant absent en fait de la sphère publique, en fait ce débat naturel étant absent, eh bien en fait il s'échauffe dans les réseaux sociaux. Mais Joe Biden comme Donald Trump invite à la fois à l'unité et à la paix, car le risque de dérapage et d'autres violences est véritablement réel. Et donc aujourd'hui, on aurait plutôt une propension à prendre conscience de tous les risques pour l'Amérique, parce que si Donald Trump avait été assassiné, on imagine que la société américaine aurait été engagée dans un processus de guerre civile. Comment auriez-vous vu les choses, vous ? C'est ce que pensent quelques-uns des partisans de Trump. Oui, la violence dans les mots est réelle. Il y a eu à l'encontre de Donald Trump peut-être 3 phases dans la volonté de le délégitimer. D'abord, des attaques dans les médias, puis des poursuites judiciaires, et puis hier, une tentative d'assassinat. On ne pouvait aller plus loin. Et donc, le spectre de la guerre civile reste vif aux États-Unis, qui a vécu une guerre civile à la fin du 19e siècle. Et par conséquent, l'ensemble de la sphère politique et médiatique, aujourd'hui, est plutôt dans une voie, dans une tentative d'apaisement. Quel est l'enjeu de la convention républicaine qui va se tenir à Milwaukee ? C'est l'adoubement de Donald Trump. C'est aussi le choix de son vice-président. On ne connaît pas encore quel sera son nom. Donc c'est l'adoubement définitif de Donald Trump en tant que candidat. Mais après cette tentative d'assassinat, il s'agit véritablement, oui, d'une sorte de sacre symbolique. Et comment, Thomas Flichy de Lanneville, comment resituer cet événement dans la longue histoire américaine ? Parce que ce n'est pas la première fois que des présidents américains font l'objet de tentatives d'assassinat, et certaines, on sait, ont réussi. Comment essayer de percevoir cet événement dans cette histoire longue ? Est-ce que c'est un mode d'expression d'un extrémisme américain qui est assez répandu ? Comment le voyez-vous ? Je pense qu'il faut voir que dans l'histoire des États-Unis, derrière la façade politique, il y a des enjeux éminemment financiers. En effet, les États-Unis sont d'abord une puissance financière et une puissance géofinancière qui est devenue la première puissance financière mondiale. Mais cette puissance financière
est doté d'un habillage politique. Si l'on regarde les tentatives d'assassinat plus anciennes, on peut penser à Abraham Lincoln, qui avait tenté de se doter d'une puissance financière indépendante de la Cité de Londres, ou bien lorsqu'on pense à John Kennedy, qui s'était attaqué à la Federal Reserve, eh bien, on voit que les tentatives d'assassinat sont liées en réalité à la volonté du politique de devenir vraiment souverain sur la sphère financière. Or, en règle générale, c'est la sphère financière qui prime, et aujourd'hui, la Banque fédérale, la Federal Reserve, est indépendante de la Maison-Blanche. Les démocrates, enfin Joe Biden et son équipe s'est inquiété des projets de Donald Trump de remplacer le gouverneur de la Federal Reserve. Ils se sont inquiétés aussi des projets de limiter l'indépendance de la Banque de la Réserve fédérale. Donc ça supposerait que ce qui est survenu aux États-Unis soit lié à une intention politique dans ce cas. On ne sait, il est impossible de le savoir. Ce qui est sûr, comme l'indiquent d'ailleurs très clairement des articles publiés dans le New York Times ou dans le Wall Street Journal, ce qui est sûr, c'est qu'au cours des dernières semaines, la presse a fait état de menaces de l'équipe de Trump à l'encontre de la Federal Reserve. Donc on peut peut-être imaginer qu'il y aurait un lien entre cette menace et la réponse de l'État fédéral. Mais de façon plus large, les projets de Donald Trump menacent la bureaucratie fédérale, qui est naturellement une organisation assez tentaculaire. Donc il est difficile de savoir s'il y a un tireur isolé ou pas. L'enquête a été du FBI conclue au bout d'un jour sur le fait que le tireur a agi seul. C'est peut-être un peu court comme délai avant de fixer une conclusion définitive. Mais en tout cas, la politique de Donald Trump, en tout cas le programme de Donald Trump, vise à limiter le pouvoir, l'indépendance de la Fed. Ça, c'est dans son programme ? C'est dans son programme. C'est effectivement, même s'il n'est pas très clair sur ce point-là, il souhaite en particulier remplacer Jérôme Powell, qu'il avait lui-même nommé et qu'il avait vertement critiqué en cours de son premier mandat comme contrevenant à sa volonté politique. Donc oui, il y a une véritable volonté, soit de mettre sous tutelle ou au moins de limiter l'indépendance de la Fed, qui a pris beaucoup d'importance à partir de la période de la grande dérégulation des années 1990, où elle a pris beaucoup d'indépendance par rapport à la Maison-Blanche. Thomas Flichy de la Neuville, est-ce que pour que le public comprenne bien, on fait le lien entre l'histoire longue et ce qui vient de se produire, et on constate que les présidents Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy avaient tous deux un intérêt, ou pas un intérêt, ou une intention en tout cas, de limiter l'indépendance financière de la Cité de Londres respectivement et de la Fed. Et c'est comme ça qu'on peut se dire qu'il y a un lien entre des tentatives d'assassinat et des assassinats avec la situation présente. Hein, c'est bien ça. Exactement. En fait, la grande question... Ça ne vient pas de nulle part, c'est ce que je veux dire. Exactement. En fait, la grande question politique, ce sont les rapports entre la puissance politique et la puissance financière. Lorsque Napoléon fait la campagne de Russie et est mis en difficulté, immédiatement, le banquier Ouvrard monte un coup d'État à Paris. On se souvient aussi des rapports entre Louis XIV et Fouquet, ou bien de Poutine avec les oligarques. Donc, cette question du rapport entre politique et financier est absolument fondamentale. Et derrière les illusions politiques, il y a plus profondément des enjeux financiers qui priment. Et ça a été attesté, que ce soit pour l'histoire d'Abraham Lincoln ou de John Kennedy. Absolument. Donc la question, c'est de savoir, parce qu'on ne se projette pas inutilement, la question, c'est de savoir si, en l'espèce, il est un petit peu tôt pour se prononcer, mais c'est de savoir si ce qui s'est passé hier sera attesté de la même manière ou pas. Oui, c'est très difficile à savoir dans la mesure où pendant la première présidence de Trump avait laissé la Fed relativement indépendante, mais puisqu'il entre dans un deuxième mandat et il avait eu d'énormes problèmes lors de sa première mandature,
puisqu'il n'avait pas assez de hauts fonctionnaires. Il n'avait pas la masse critique de hauts fonctionnaires pour armer les postes de l'État. Par conséquent, lors du premier mandat de Trump, Trump n'a jamais pris le pouvoir. Il a donné l'illusion de prendre le pouvoir, mais aujourd'hui, il a manifestement pallié cette difficulté. Donc, la crainte de ses opposants est d'autant plus vive qu'il pourrait se saisir cette fois-ci du pouvoir pour la première fois. A-t-il ce serait non pas un deuxième mandat, mais finalement un premier mandat effectif s'il le prenait. A-t-il des intentions tout à fait claires sur l'orientation qu'il veut donner justement sur la bureaucratie, la manière de canaliser, ce que vous disiez tout à l'heure, sur la bureaucratie américaine? Trump émet des déclarations souvent contradictoires. C'est une personnalité créatrice totalement imprévisible. Beaucoup de commentateurs s'en sont étonnés, s'en sont émus. En réalité, l'imprévisibilité, c'est le pouvoir. Si l'on veut se rendre puissant, il faut se rendre imprévisible. Donc Trump, qui avait réussi pendant son premier mandat à prendre la main sur le système médiatique américain grâce à ses déclarations fracassantes, et donc il avait réussi à avoir l'initiative, ne se laisse pas facilement décrypter sur de nombreux dossiers. Il émet des déclarations contradictoires, donc on ne sait pas très bien comment il peut canaliser cette bureaucratie. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura plus de hauts fonctionnaires à son service et qu'on n'aura pas, comme pendant le premier mandat de Trump, 80% des ambassadeurs américains en Afrique absents tout simplement de l'ambassade, des ambassades sans ambassadeurs, parce que Trump ne pouvait nommer des gens de confiance, lui qui appartient au monde des affaires et qui a donc un véritable déficit politique et culturel. Donc l'enjeu, c'est la manière véritable d'exercer le pouvoir si jamais il y retourne à ce pouvoir à la Maison-Blanche. Exactement. L'enjeu pour Trump, c'est tout simplement de prendre le pouvoir, c'est d'avoir suffisamment un potentiel suffisamment étoffé de gens à la fois de confiance et compétents pour pouvoir armer les postes à haute responsabilité. Comment analysez-vous la réaction de Joe Biden dans le contexte que nous vivons aujourd'hui? Quelles sont ses chances réelles? Comment va-t-il se positionner? Joe Biden souffre de certains problèmes de son âge et aussi on a l'impression de sa sénilité. Donc il est très affaibli aussi pour une raison de caractère, car Trump l'a emporté à la première élection grâce à ses déclarations fracassantes. Joe Biden est beaucoup plus policé et donc dans le contexte américain, c'est plus difficile pour lui d'avoir une véritable une écoute de son électorat. Ça va être, à partir d'aujourd'hui, ça va être très compliqué pour Joe Biden de se faire entendre. Mais est-ce qu'on peut imaginer, Thomas Fléchy-de-Lanneville, un effet un petit peu contraire qui lui soit favorable, dans le sens où Joe Biden apparaîtrait comme un facteur d'apaisement, et alors que Donald Trump, après ce qu'il a vécu, paraît comme un facteur de risque pour les États-Unis? Est-ce qu'on peut aussi raisonner comme ça? Est-ce que l'opinion peut se retourner finalement? Est-ce que le retournement peut avoir lieu dans l'autre sens? Le retournement pourrait s'opérer si Joe Biden pouvait réellement rassurer. Mais en réalité, c'est beau par répétition, laisse le public parfois pantois et on n'a pas l'impression d'une grande vivacité. Par conséquent, il y a aussi des manœuvres en coulisses pour faire remplacer Joe Biden par un autre candidat qui serait plus crédible et plus rassurant. Aujourd'hui, on a deux candidats qui ne rassurent finalement ni l'un ni l'autre. Comment expliquez-vous que cette démocratie américaine soit incapable de produire une pluralité de candidats crédibles pour accéder à la Maison-Blanche et qu'on se retrouve dans ce duel un peu insolite, en fait, entre une sorte de bête de scène qui est Donald Trump et puis une personne qui, manifestement, n'a plus les facultés pour exercer le pouvoir? C'est peut-être un produit de la société du spectacle américaine. On a effectivement une bête de scène qui nous rappelle... alors,
Il y a naturellement un côté, dans ce côté fracassant, un côté pratiquement celtique, hein, ce sont les origines écossaises de Trump qui transparaissent, son côté à la fois créatif et violent, mais ça peut nous faire penser à d'autres périodes de l'histoire, à des personnalités comme Caius et Tiberius Gracchus, hein, les Gracques, qui sont soutenus par les populares et qui s'opposent à la classe sénatoriale, aux optimates, au Sénat. Et donc, ce côté fracassant, on le retrouve aussi dans des régimes, dans la République romaine en crise. Et c'est finalement un signe de maladie de l'État américain. Et on sait que l'épisode des Gracques, même si tous deux furent assassinés, fut le prélude aussi aux guerres civiles à Rome. Alors pouvez-vous peut-être le rappeler pour les personnes qui nous écoutent en quoi cet épisode des Gracques ressemblerait à ce que nous vivons aujourd'hui ? Eh bien, les Gracques à Rome se font les défenseurs du public, des petits propriétaires. Ils s'opposent au Sénat et proposent de donner le pouvoir à la plèbe. Ils s'opposent aux grands propriétaires, donc à toute la technostructure de l'État romain. Et les Gracques font promouvoir des lois agraires qui prévoient une redistribution des terres. Ils se heurtent donc au grand prêtre Scipio Nasica qui fomente une émeute à leur encontre en 133 avant Jésus-Christ. Et ces Gracques mêlent à la fois, comme le dit Florus, le sublime à la bassesse. Les Gracques sont... Tiberius Gracchus est très conscient qu'il y a des menaces à son encontre. D'ailleurs, quelque temps avant son assassinat, il lève la main à la hauteur de sa tête pour signifier au peuple que sa vie est en danger, mais ses opposants se précipitent au Sénat, prétendant que Tiberius Gracchus a réclamé une couronne puisqu'il avait fait ce geste. Donc l'épisode des Gracques est très emblématique et nous rappelle cette opposition fracassante entre des personnalités qui font irruption sur le champ politique en opposition frontale avec un système établi. Et cet épisode des Gracques est le prélude à une période d'instabilité parfaite qu'anticipent d'ailleurs certains Américains à l'heure aujourd'hui où les États-Unis sont quand même une puissance technologique avancée, mais qui connaît des difficultés et surtout qui se heurte à des problèmes monétaires, le dollar étant attaqué aujourd'hui par des accords monétaires adverses. Et c'est surtout cette question-là, une fois de plus, qui va déterminer la vie politique américaine. Ce sont les questions géofinancières mondiales qui, en réalité, sont le socle de cette perpétuation de la puissance américaine ou bien de son affaiblissement. Donc, République impériale américaine, République romaine, il y a des liens à travers l'histoire, une sorte de pouvoir ou de rapport au pouvoir et aux hiérarchies qui sont installées, qui se reproduisent. Oui, d'ailleurs, les historiens américains eux-mêmes se considèrent comme un empire romain déclinant et ils comparent l'Amérique d'aujourd'hui à la grande crise du IIIe siècle à Rome. Vous dites que c'est l'imprévisibilité qui caractérise Donald Trump. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui lui est arrivé va changer, à votre avis, sa ligne politique ? Est-ce qu'on peut imaginer le discours qu'il pourrait tenir pendant les 4 mois de campagne qui vont se dérouler ? La nature profonde de la personnalité de Donald Trump ne va pas changer. Donc lui qui est à la fois un émotif, un hyperactif et quelqu'un qui frappe par son côté, quelqu'un qui ne voit pas à long terme et qui calcule des coups brefs, cette nature ne va pas changer. Donc Trump va rester totalement imprévisible et c'est ce qui déstabilise naturellement son opposition qui, elle, cherche à planifier consciencieusement et à anticiper ses mouvements. On voit d'ailleurs dans les dossiers de politique internationale qu'il émet des jugements contradictoires, notamment sur la question de l'Ukraine. Donc, c'est une technique d'ailleurs pour les hommes d'État quelquefois de simuler la folie pour pouvoir se rendre totalement insaisissable. Insaisissable. C'est la grande force, peut-être. C'est une grande force. Hein. C'est Hamlet qui simule la folie pour savoir qui a assassiné son père. C'est Nixon qui déclare un jour à Kissinger il est bon que les soviétiques me croient frappé de crise de folie, ils se conduiront d'autant plus prudemment à mon égard. Donc la seule façon d'éviter d'être traité par une chose, c'est d'être finalement imprévisible. Merci beaucoup Thomas Flichy de Lanneville pour ces éléments de compréhension de la situation aux États-Unis, eu égard à ce qui s'est passé donc
à Butler en Pennsylvanie, sachant donc que la convention républicaine à Milwaukee va se tenir. On aura l'occasion de continuer à parler de cette actualité sur notre antenne. Je vous remercie et je rappelle que vous êtes l'auteur du Retournement Trump et que vous êtes également politologue, que vous êtes attaché à l'école de Rennes. L'école de Rennes, dont je cite le nom, qui est la Rennes School of Business et agrégé d'histoire et docteur en droit. Voilà, j'ai tout dit. Merci et à bientôt.